Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore sur la télévision Delta Santé. Eh bien, lentement mais sûrement, les Togolais s'approchent des urnes de 2020, 2020 bien sûr. Déjà, une douzaine de candidatures enregistrées. Ce n'est pas fini, des intentions se manifestent encore. Et tout ceci face au pouvoir unir, d'où le grand enjeu du rendez-vous 20-20, mais l'opposition ne joue que par une alternance. Comment nous y allons dans cette émission avec une analyse et bien sûr du parti ADI, ici représenté par son président, professeur Aimé Tchaboré Gogué. Professeur, bonsoir. Merci d'être à ce plateau avec nous. C'était un plaisir. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir aux auditeurs. Je rappelle, vous êtes le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Bien sûr, oui. Professeur, vous êtes un des derniers à avoir donc quitté la BAC et de la C14. Et si vous avez aussi demandé aujourd'hui de faire un bilan de la lutte menée aux côtés des autres formations politiques de l'opposition depuis le 19 août 2017, professeur, que diriez-vous? Non, je dirais que nous avons fait des pas, mais nous n'avons pas obtenu ce qu'on souhaitait. En fait, c'était, je dirais, un échec. Peut-être pas simplement à cause de nous-mêmes, mais certainement à cause de l'environnement, à cause des obstacles que nous avons connus dans la lutte. Mais ça nous a appris à nous connaître. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui expliqueraient les résultats obtenus. D'abord, compte tenu des manifestations du 19 août 2017, nous avons senti la nécessité de nous regrouper. Mais une étude de fond de la forme, de l'organigramme, de la programmation et de l'examen de tout un chacun avant de faire la coalition n'a pas été faite. Donc on s'est vite retrouvé pour parer au plus pressant et dans le feu de l'action, nous avons mené des actions nécessairement sans une grande réflexion préalable. Et au cours de victoire, la violence du régime en place, je ne dirais pas la complicité, disons que le manque de disons plutôt ça, notre faible capacité à convaincre nos partenaires, je veux dire la CEDEAO notamment, et leur faible capacité à vouloir comprendre véritablement la situation du Togo. Ça aussi n'a pas aidé. Mais je crois que globalement, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Mais malheureusement, les résultats étaient totalement en dessous de ce que... Ça dit que vous avez manqué de prévoyance. Probablement, je peux dire qu'on a manqué de prévoyance. Je dirais qu'on était un peu naïf sur le bord. Parce qu'on avait confiance totalement à la CEDEAO et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Je ne dirais pas que on s'est trompé quand même sur leurs prétentions, sur leur vision, mais est-ce qu'on s'est trompé parce qu'on était incapable de voir les choses venir, mais peut-être parce qu'on a trop pensé qu'ils avaient idée d'aider véritablement les Togolais à s'en sortir et non aider la population, non aider l'opposition. Je crois qu'il faut distinguer les deux. Peut-être que nous, l'opposition, nous avons commis des erreurs, mais il fallait voir si ce que nous posons comme prétention, est-ce que c'était moralement, politiquement justifié ou pas. Je crois que c'est à ce niveau qu'il fallait voir les choses. Mais vous, professeur, personnellement, vous n'avez pas été des moindres poids. Je rappelle, vous êtes un ancien candidat à la présidentielle 2015 dernier, oui, avec beaucoup d'expérience. Oui. Ne serait-ce pas trop facile de tomber dans un non, dans la vie, on apprend toujours. Hein, on apprend toujours. Évidemment, il y a des questions qu'on a posées. C'est des décisions de groupe. Je suis responsable contre tout le monde, contre les autres, des décisions qu'on a prises. Maintenant, vous dire que j'étais pour contre certaines décisions, je ne vais pas le dire. Disons qu'ensemble, nous sommes responsables des décisions qu'on a prises. Ça a donné les résultats que ça a donné, mais je me sens responsable, solidaire des décisions que nous avons prises. Vous êtes accroché jusqu'à la dernière minute. Et finalement, pourquoi avoir lâché prise? Donc, j'ai lâché dans ma lettre où je disais que je suspendais ma participation. C'était très clair, je l'ai dit. Parce qu'on abordait une autre phase, comme vous l'avez dit, j'étais l'un des derniers. J'ai démissionné avant PSR. J'avais dit, il y avait deux raisons. La première raison, on parlait de la candidature unique. Vous connaissez notre position, la position d'Adi sur la candidature unique. Bien que nous pensons que ce n'est pas une condition ni nécessaire ni suffisante à l'alternance,
Nous avons adhéré à cet exercice en pensant que, en disant que peut-être que nous pouvons nous tromper. Mais malheureusement, nous avons vu que le processus que la C14 avait engagé n'était ni transparent ni inclusif. Donc cela nous a fait quitter. Et deuxièmement, nous avons dit que ce n'était pas la grosse priorité puisque nous pensons que la candidature n'était ni une condition ni suffisante, même si nous avons adhéré. Nous avons dit que c'était plus intéressant de se préoccuper des conditions électorales plutôt que de ça. Professeur, aujourd'hui, eh bien, quoi qu'on dise, le 22 février est une date à retenir. C'est bien pour les premiers tours de la présidentielle de 2020. Vous êtes témoin des candidatures qui s'annoncent et qui sont déjà enregistrées, une dizaine, et d'autres qui s'annoncent encore dans les prochains jours. Vous, Adi, quelle est votre lecture de la chose? Oh, vous savez, nous avons toujours pensé que c'était une erreur d'avoir engagé le multipartisme avant la conférence nationale. Peut-être qu'on aurait dû évoluer à avoir un processus démocratique avant tout. Mais une fois que vous avez des partis politiques, les gens sont libres d'être candidats. Même si ça crée des obstacles à l'alternance, à notre camp, à la victoire du camp de l'opposition, mais les gens sont libres. Nous espérons que les gens vont avoir raison, et vont se comporter normalement. Pour nous, ce n'est pas la multiplicité des candidatures qui est un problème. C'est le comportement que ces candidats auront lors de la campagne électorale, lors des élections, qui constitue un véritable problème. Pour nous, si les candidats, qui soient 100, reconnaissent que leur seul adversaire, c'est le candidat uni, ça règle en partie le problème. Mais malheureusement, je l'ai constaté en 2015, ça n'a pas pu être le cas. Disons que les candidats de l'opposition se permettent le luxe parfois de s'attaquer entre eux, ce qui n'est pas une bonne chose. Cela facilite le travail du candidat qui est unique. Alors aujourd'hui, face à toutes ces candidatures qui s'annoncent, qui s'enregistrent, vous avez l'impression de perdre un peu l'espoir de l'alternance en 2020? Oui et non. Oui, parce que comme je l'ai dit, si les gens ont un mauvais comportement, évidemment c'est non. Oui, parce que si chacun peut s'occuper d'une zone donnée ou bien d'une partie des électeurs, ça augmente la capacité de sensibilisation de la population pour la cause de l'alternance. Si chacun va véritablement pour l'alternance, ça peut être une bonne chose. Mais si les gens vont pour s'attaquer, pour savoir que moi je suis plus fort que l'autre de l'opposition, je crois que ce serait un désastre. C'est cela. Alors aujourd'hui, est-ce que Adi serait prêt à un moment donné à soutenir un regroupement de candidats? Je suis même tenté de si Adi serait candidat. de demander si Adi aurait un candidat. Disons que, vous savez, dans tout parti, il y a des instances du parti. C'est les instances du parti qui vont décider si oui ou non on sera candidat. Moi, j'ai été absent du pays pendant longtemps. Je ne dis pas que le parti n'a pas continué à fonctionner, le parti a continué à fonctionner. Mais dès mon retour, j'ai essayé de faire le tour du terrain, faire des tournées dans plusieurs parties du pays pour sentir la population, voir ce que la population souhaite et préparer un compte rendu au bureau national. Le bureau national nous allons convoquer un conseil national qui va décider si Adi va participer aux élections, si Adi décide de participer aux élections, si Adi va avoir son candidat, si Adi va appuyer un candidat, si Adi va se retrouver dans une coalition ou pas. Mais je suis sincère en vous disant que la probabilité n'est pas nulle qu'on participe aux élections. Maintenant, sous quelle forme, le Conseil national décidera. Très bien. D'aucuns sont tentés de croire que les deux partis démissionnaires de la C14, les deux derniers partis démissionnaires de la C14 seraient tentés de former une alliance. Est-ce que vous répondez à cela? Bon, c'est une possibilité, que je vous l'ai dit. C'est possible qu'on décide d'aller aux élections dans une coalition avec d'autres partis politiques. C'est possible, mais c'est des approches qui seront prises et la décision appartient au Conseil national et ça dépendra aussi de la disposition des autres partis, de l'autre parti dont vous parlez. Très bien. Pour le moment, nous n'en avons pas parlé. Professeur, l'opposition aujourd'hui ne joue que par l'alternance en 2020. Alors, pourquoi faut-il viser cette alternance à tout prix aujourd'hui? Vous, en tant que parti d'opposition. Non, ça a trop duré. Ça fait plus de 50 ans. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que ça a duré que nous avons nécessairement besoin de l'alternance actuellement. Mais c'est parce que ça ne marche pas. Les conditions de vie des Togolais se détériorent de jour en jour. Et c'est très difficile. Vous vous rappelez dernièrement lorsque
l'ambassade des États-Unis a posé une condition pour pouvoir gagner la loto, c'est-à-dire avoir le passeport. Vous voyez l'Afrique qui est des Togolais qui a eu là-bas. C'est désastreux. Un responsable politique dans un pays qui voit ça, c'est un signe très fort qui ne répond pas aux préoccupations de la population. Donc c'est pourquoi nous pensons que 2020, si on se place dans un cas de changement de l'exécutif, dans un cas de changement électoral de l'exécutif, évidemment 2020 c'est la prochaine étape, après c'est 2025. Donc pour nous c'est important qu'on ait la tendance en 2020 pour donner un peu plus d'espoir aux Togolais qui voient leur avenir totalement bouché. Professeur, nous sommes en décembre. Oui. Eh bien, en février, ça commence le premier tour de la présidentielle. Et que jusqu'aujourd'hui, les conditions sont toujours posées. Si. Alors, est-ce que véritablement... Non, les conditions sont mauvaises. Et depuis mes tournées, je me dis que la probabilité que les conditions changent par ce gouvernement, ces conditions sont très limitées. Très limitées, voire la probabilité tend vers zéro. Donc, est-ce qu'il faudrait encore poser des conditions de si? Oui et non. Si on est capable de mobiliser la population pour les forcer, évidemment, ça peut se faire. Mais je ne pense pas que les conditions soient rapides pour qu'on espère des changements des conditions des élections. Moi, j'y avais cru il y a un moment, mais de plus en plus, je n'y crois pas. Je ne pense pas que le gouvernement actuel, le régime actuel, aussi autiste qu'il est, soit en mesure de changer les conditions électorales avant les élections. Bon, c'est à nous de décider, compte tenu des conditions actuelles, qu'est-ce que nous devons faire. Non, c'est toujours, un être humain doit se poser toujours ces conditions. Vous avez la capacité de changer un environnement. Si vous le changez, si vous n'êtes pas capable de changer l'environnement, vous jouez avec les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. C'est ça, c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous savons que les conditions sont très mauvaises, ça empire de jour en jour. Je parle du cadre électoral, ça s'empire d'année en année. Bon, c'est à nous de voir, étant donné ces conditions, comment le gouvernement en profite pour gagner, le régime en profite pour gagner. Nous devons les décliner et voir si nous sommes capables de les contrer. Si nous sommes capables de les contrer, il faut prendre des mesures pour les contrer. Si nous ne sommes pas capables, il faut tirer les leçons. Le cas réclame aujourd'hui la réorganisation du cadre électoral et une modification en général et autres. Est-ce que ce n'est pas utopique, ces réclamations? Non, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que moi, je vous ai donné. L'une des raisons principales pour laquelle nous avons quitté la C14, c'était ça. Nous avons pensé que la C14 ne mettait pas l'accent sur la lutte pour le changement du cadre électoral. Et ça date depuis longtemps. Mais plus je vois, j'ai l'impression que le gouvernement ne va pas changer ce cadre électoral. Ou bien, du moins, nous ne sommes pas organisés pour forcer le gouvernement à changer. Puisque ça a l'avantage. Donc, comme vous le dites, ça a l'air un peu utopiste. Mais évidemment, c'est une réclamation, une revendication qui est réaliste. Mais malheureusement, le gouvernement étant autiste, ne veut rien entendre parler de ça. Donc, c'est ce que je vous dis, nous devons tenir compte de ces conditions, dans la mesure où le gouvernement ne voulons pas changer le cadre électoral, les conditions du cadre électoral n'étant pas favorables à l'opposition, qu'est-ce que malgré cela, nous devons faire pour gagner? Vous l'avez dit tantôt, vous avez été, entre guillemets, déjoué par la CEDEAO ou alors la communauté internationale, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, une frange de l'opposition fait encore appel à la communauté internationale. Professeur, quelle est votre position face à cette... Vous savez, nous vivons dans un environnement tel que la communauté internationale a son rôle à jouer. Et malheureusement, elle n'a pas joué le rôle que nous attendons d'elle en 2017-2018. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment même, la CEDEAO est en réunion avec la CENI. Ça veut dire que la machine est très bien en marche. Oui, mais bien sûr, ça je le sais, puisqu'ils ont rencontré des partis d'opposition et des organisations de la société civile depuis qu'ils sont là. Ça, nous le savons. Et nous osons espérer, tout ce que je peux dire, la communauté internationale a son rôle à jouer, mais nous, les Togolais, nous devons savoir que la grande partie de la lutte nous relie. Nous devons faire avec ou sans elle. Nous devons faire en espérant qu'elle va être un peu plus objective, mais si elle ne l'est pas, nous devons faire nous-mêmes. Nous ne devons pas totalement compter sur la CEDEAO comme la communauté internationale, comme nous l'avons fait en 2017-2018. Alors, à vous entendre, la tendance n'est pas pour maintenant.
Pourquoi ce n'est pas pour le maintenant? Ça dépend de la disposition que la population peut apprendre avec l'opposition. Et vous avez fait, vous le disiez tantôt, des tournées à travers le pays. Alors, quel constat avez-vous fait par rapport à la soif? Extrêmement intéressant parce que j'ai constaté, je ne sais pas si vous vous rappelez lors des tournées de la commission de réflexion sur les réformes, commission Awanana, en 2017. Vous vous rappelez? Tout à fait. Les réactions que cette commission a eues de la population à travers tout le pays. D'abord, ça a commencé à Pindial, où la population réagit violemment, a fait savoir qu'elle voulait l'alternance. Après cette tourne, 5 ans, 7 ans, etc., jusqu'à venir ici, la commission était même obligée d'annuler. Malheureusement, heureusement, le mouvement du 19 faut intervenir en temps. Mais la population se retrouve actuellement dans la même situation. Partout où moi je suis passé, la très grande majorité de la population souhaite le changement, l'alternance. Maintenant, comment, contrairement à ce qui s'est passé en 2017, nous pouvons transformer ce désir en une réalité. C'est à ça que nous devons nous atteler. Professeur, voilà, permettez que je partage cette position des téléspectateurs avec vous parce que c'est une émission indirecte et les réactions viennent toujours en pleine discussion. Alors, professeur, je voudrais comprendre que c'est en fonction de ce qu'il n'allait pas que vous avez finalement décidé de quitter la C14. Mais aujourd'hui, si vous devez avoir l'occasion de présenter des excuses au peuple togolais, le feriez-vous par rapport à la grande foule, aux grandes foules que vous aviez déjà drainées dans la rue avec les conséquences et tout, mais que nous retrouvions à la phase 0 pour un nouveau recommencement? Est-ce que vous serez prêt de présenter des excuses au peuple togolais? Non, ça, c'est sûr, la position de téléspectateurs. Bien sûr, nous présentons nos excuses à la population pour avoir donné espoir, pour avoir entraîné espoir et puis entraîné une grande masse de la population à sortir dans la rue. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. Mais ce que je demanderai à la population, c'est de savoir que nous n'avons pas fait exprès. Il y a eu, peut-être que nous n'avons pas atteint le seuil minimum. Et il faut reconnaître, dans le cas du Togo, les Togolais ont la population togolaise s'est beaucoup battue. Mais malheureusement, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays où ils ont pu aboutir, c'est que toutes les couches sociales de la population, toutes les couches sociales ne se sont pas impliquées. Et ici, vous n'avez vu qu'un cadre de l'administration publique participer aux manifestations. Vous n'avez pas vu le corps des magistrats, vous n'avez pas vu les avocats, vous n'avez pas vu les médecins, vous n'avez pas vu les professeurs d'université devant les marches. Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie. Vous avez vu le cas du Burkina où un inspecteur, il y a eu un YouTube qui était passé où un inspecteur, je ne sais plus si c'était du Trésor ou des impôts, a pris le devant de la scène pour aller vers l'Assemblée nationale pour conduire les manifestants vers la télévision burkinabé. On n'a pas connu ça ici. Ici, une grande partie des hauts cadres, des magistrats, des professionnels ont laissé, les boutiques étaient largement ouvertes lors de nos manifestations. Donc, nous n'avons pas réussi à avoir l'adhésion, même si, disons, peut-être il y a eu une adhésion silencieuse, car souterraine, mais nous n'avons pas eu une adhésion ouverte de cette couche de la population, de ces leaders d'opinion qui auraient pu faire la différence. Notre mouvement n'a pas été soutenu par le secteur privé. Or, au Burkina, c'est le secteur privé qui a financé le mouvement. Ici, c'est nous qui finançons le mouvement. Il y a eu des histoires où qu'on a pris de l'argent quelque part, mais les gens ne cotisaient pas. C'est nous, les leaders des partis politiques, qui cotisaient. Mais je présente mes excuses pour les résultats qu'on a obtenus. On ne peut pas se cacher derrière ces contraintes pour justifier les mauvais résultats. Est-ce à dire aujourd'hui que la pression de la rue ne fera pas grand écho? Non, la pression de la rue peut jouer. On aurait pu avoir moins de personnes, mais si les gens, les catégories que j'ai citées participaient, ça aurait pu changer. Dans des pays comme le Burkina, l'Algérie que j'ai cité, des pontes du régime du parti au pouvoir ont quitté, ont drainé des gens pour se joindre à l'opposition. Au Togo, on n'a pas vu ça. On a vu ça. Aucun leader, aucune ponte du parti uni n'a osé quitter le parti, la BAC, pour venir se joindre aux manifestants. Les avocats, il y a eu des avocats qui ont manifesté, mais le barreau n'a pas bougé. Les magistrats, je ne pense même pas qu'il y ait des magistrats qui sont sortis. Peut-être ils viennent sur vous le soir, ils vous appellent pour vous citer, mais ça ne suffit pas.
Si dans ce pays, quelques ponts du régime uni quittent, se joignent à la manifestation, nous n'avons pas besoin de toute la masse que nous avons fait sortir pour que le régime parte. Très bien. Alors, professeur, cette question d'un téléspectateur. Alors, aujourd'hui, quelle sera la stratégie d'Adi face à cette réalité? Adi seul, disons, stratégie d'Adi, c'est compliqué. Parce que seul, c'est plutôt difficile. Bon, ce qu'on fait, on va essayer d'expliquer à nos collègues de l'opposition que vraiment, si on n'arrive pas, ne pas arriver à avoir un candidat unique, ce que nous, au niveau d'Adi, dès le début, que c'était quasi impossible. Mais évitons de s'attaquer entre nous, mutualisons nos efforts et une stratégie commune pour lutter. Reconnaissons que notre adversaire commun, c'est le candidat de l'Union, que ce soit fort ou non. Très bien. Alors, bonsoir, messieurs, merci. Alors, comment le professeur pense-t-il mobiliser à nouveau les populations togolaises qui se sentent déjà trahies par l'opposition, surtout nous, les jeunes? Non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Non, ça, je suis très clair. Les jeunes ont plutôt trahi. Moi, les jeunes ont plutôt trahi la mobilisation. Oui, j'ai plus de 70 ans. J'ai plus de 70 ans. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans cette lutte? C'est les jeunes qui doivent prendre en charge la lutte. Et se mettre. Je leur dis souvent, vous n'avez pas le droit de dire que vous luttez pour M. Gogué. M. Gogué n'a pas besoin de votre lutte. Vous luttez pour vous-même. Aussi longtemps qu'il n'internalise pas cette lutte, il pense qu'il lutte pour Jean-Pierre Fabi, pour M. Gogué, pour Mme Adjamago, Maître Prévent. On n'ira nulle part. Il faut qu'il internalise. Nous pouvons nous tromper. Si nous nous trompons, on nous met au garage, il continue la lutte. Mais d'accord que leur perception de la lutte crée problème pour moi. Ça crée problème. C'est ce que je disais souvent de dire à mes jeunes. Écoutez, la lutte vous appartient. Si vous pensez que ça ne vaut pas la peine que vous luttez pour M. Gogué, allez vous reposer. M. Gogué n'a pas besoin de la lutte. Luttez pour vous-même. C'est à vous de prendre en charge. Je donne l'exemple souvent. Je dis que si la vie est un marché, et si un homme, quelqu'un, soit il va au marché pour vendre ou pour acheter, moi, c'est tout ce que j'ai déjà vendu, tout ce que je vais acheter, j'ai déjà acheté. Je suis en train de rentrer. Si le marché, si ça ne va pas demain, qui va en souffrir? C'est les jeunes qui se préparent pour aller sur ce marché. Donc, c'est à eux de lutter pour que le Togo change, pour que les conditions de vie soient meilleures au Togo. Il ne faut pas qu'ils disent que non, on ne les a pas trahis. Tout ce que je vous dis, si je continue la lutte, pourquoi je vais dire que j'ai trahi? Je reconnais que je n'ai pas eu les résultats que j'aurais voulu, mais je n'ai pas eu aucun cas trahi. Si j'ai faibli, s'ils constatent que j'ai faibli, ils n'ont qu'à continuer à prendre la lutte. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Dans beaucoup de pays, ils ont vu. Au Burkina, est-ce qu'on a vu les leaders politiques devant? Non. Non, même si on savait qu'ils étaient derrière, mais c'est les jeunes qui ont pris la chose en main. C'est trop facile de dire, bon, je regrette d'être aussi catégorique, c'est trop facile de dire que c'est les leaders politiques qui sont la cause de tout, non? Très bien. Alors, professeur, pensez-vous que l'alternance est possible en 2020? Si oui, comment allez-vous y prendre? Je crois que le professeur a déjà eu à répondre à cette question. Mais qui est aujourd'hui le problème? Le pouvoir ou l'opposition du Togo? Mais c'est le pouvoir. Non, ça me surprend encore qu'on pose cette question que c'est l'opposition. Ce n'est pas possible. Les gens sont prêts à lyncher les leaders de l'opposition, alors que le problème, c'est les leaders, les tenants du pouvoir qui les créent. Vous connaissez parce qu'ils font les fraudes, ils volent, ils violentent, et vous dites que c'est l'opposition. Je n'ai jamais compris cette cohérence et ce raisonnement. Il n'y a aucune logique dans ça. C'est les gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas lâcher. C'est eux le véritable problème, ce n'est pas l'opposition. L'opposition a été incapable, pour des raisons, multiples raisons, à les faire partir, mais ça ne revient pas à dire que c'est l'opposition. Quand j'entends des gens dire qu'ils vont lyncher, Jean-Pierre, il a pris l'argent, il a fait quoi? C'est pas possible. C'est les tenants du pouvoir que constitue le problème. Est-ce que quelque part vous ne trouvez pas que l'opposition n'a pas toujours pris le temps d'éduquer, sensibiliser, parler, peut-être oui, je crois que orienter la population? vous avez certainement raison. Elle m'a tourné, me l'a fait sentir et je pense au cours des prochains jours, et insister. J'ai reçu la visite d'un jeune la fois dernière, avant-hier, et j'étais à lui, il a sa licence en droit,
Il me dit que non, il ne s'intéresse pas à la politique. Je demande, mais c'est dû à quoi? Parce que, bon, il est parti, il voulait travailler pour l'UCLC, et malheureusement, la commission de C4, et les gens leur ont donné le rendez-vous, il ne les a pas trouvés, et à partir de là, il a dit non, lui ne fait pas la politique. Mais après quelques minutes de discussion, 30 minutes de discussion, il a compris qu'il est totalement dans l'erreur. Donc, probablement, une grande partie des jeunes n'est pas consciente que c'est à eux de bâtir leur avenir. Et nous devons faire des... Et c'est une action complète qu'on doit faire sur ce... C'est-à-dire sensibiliser les jeunes. Les jeunes qui prennent 2000, ils pensent que c'est la fin du monde, pour eux, ça suffit. Et ils sont contents d'aller faire des fraudes parce qu'on leur a donné 2000. Et je crois qu'il faut une grande sensibilisation. Ça, c'est des actions que nous devons mener dans les tout prochains jours. Très bien. Alors, professeur, beaucoup aujourd'hui, ou alors une frange de la société civile réclame jusqu'à ce jour encore le report du scrutin présidentiel. Vous leur donnez raison ou alors vous n'êtes pas dans la même logique? Non, nous sommes totalement dans la même logique. Il y a des précipitations. Quelqu'un me disait aujourd'hui qu'un expert malien dit que chez eux, la révision des listes électorales, c'est au moins 3 mois. Et disons que le pays est vaste, on peut reconnaître, mais faire une révision des listes électorales pendant 3 jours, c'est ridicule avec des équipements qui ne marchent pas. Surtout, ce qui est grave, c'est qu'ils ont fait des simulations auparavant. Ils ont identifié les problèmes. Ils savaient qu'il y a des problèmes, ça ne marche pas, les équipements. Ils devaient prolonger les jours. C'est un exemple que je donne. Mais ensuite, faire des élections de manière aussi précipitée, non, ça n'a aucun sens. Donc, je suis totalement d'accord avec la société civile qui dit qu'il faut reporter les élections. Mais malheureusement, comme vous le savez, ils ne vont pas le faire. Donc, on s'engage dans la voie où ils diront que la date sera maintenue. Alors, est-ce qu'une fois, il faut prôner le boycott de la part de toute l'opposition? Ça, c'est un débat. Vous savez très bien que ça court actuellement, même si l'intensité diminue. Ce que j'ai constaté, c'est que de plus en plus, les gens veulent qu'on aille aux élections, même s'il y a encore des gens qui veulent le boycott. Nous avons déjà expérimenté les deux. Pour rappeler, en 1993, nous avons, c'est le code 2, je crois, nous avons demandé à notre candidat, Étienne Kodjo, à quelques jours de l'ouverture de la campagne, non, de l'élection, de se retirer du processus. Il s'est retiré et a demain été élu. Il a continué, il a été réélu en 98, il a été réélu en 2003 jusqu'à sa mort. Les conditions électorales n'étaient pas... C'était encore meilleur en 93, si je me rappelle. En 98, ça a commencé, les conditions électorales ont commencé à détériorer jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons toujours été. Le candidat du Nil a toujours été élu. Ouais, donc les deux cas, nous l'avons connu. Les conséquences, nous les avons connues. C'est pourquoi c'est difficile sur le plan théorique de trancher. Chacun définit sur son choix. Nous, on fera, a dit, comme je vous l'ai dit, je ferai le rapport au Conseil national. Et le Conseil national va décider. Mais je crois que ce qui est dangereux, c'est que certains pensent, un groupe, que ce soit ceux qui veulent boycotter, ou bien ceux qui veulent aller aux élections, empêchent les autres de réaliser ce qu'ils veulent. Parce que cela, ça joue à la faveur du pouvoir en place. C'est-à-dire ceux qui veulent aller, si les gens qui veulent boycotter insistent et appellent la population à ne pas aller aux élections, à s'abstenir d'aller aux élections, évidemment, ça diminue le nombre de voix des électeurs, le nombre d'électeurs pour les partis de l'opposition qui vont compétir. Évidemment, le résultat sera que l'opposition ne va pas gagner. Ils vont se dire que je vous l'avais dit. Mais je vous l'avais dit, mais parce que vous avez contribué à ces résultats. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont contribué aux mauvais résultats que l'opposition peut obtenir suite à leur appel. Nous l'avons vu en 2015, certains partis ont appelé au boycott, vous vous rappelez, et cette zone a été pénétrée par UNIR. Vous savez très bien. Et maintenant, c'est difficile à ces partis de chasser UNIR de là. Donc tout ça, il faut bien analyser avant de prendre la décision idoine. Très bien. Alors, professeur, certaines réformes ont donné aujourd'hui accès, quoi qu'on dise, à la diaspora togolaise de voter. Vous savez combien de gens on a recensé? Au Maroc, 115.
115 au Maroc. Aux États-Unis, c'est moins de 100. En France, moins de 100. Mais je n'ai pas de commentaire à faire. Vous devez en avoir. Non, il n'y a pas de commentaire. Aux États-Unis, je vous dis, en France, on n'a pas recensé 100 électeurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de recensement. Parce que les Togolais à Côte d'Ivoire ne vont pas voter, ni en chose. Au Nigeria, il y a eu 20. Quel commentaire voulez-vous qu'il fasse face à cette situation? Non, on gaspille les ressources du pays, on se ridiculise. C'est pour dire qu'à la communauté internationale, nous avons suivi la feuille de route, on a autorisé le vote de la diaspora. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Est-ce qu'ils n'ont pas honte de faire des choses comme ça? Non, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de commentaire. Très bien. Est-ce que, en faisant cette réclamation, on n'avait pas vu venir cet état de choses? Non, si tout le monde avait été associé, je crois qu'on n'aurait pas vu ça. Enfin, à Paris, le nombre de Togolais qui y a à Paris ne sont pas 1000. Le nombre de Togolais en âge de voter ne sont pas 1000. Au Nigeria, ils ont placé le centre de recensement à Abuja. Abuja, c'est une capitale, je dirais, surtout administrative. Les Togolais, là, ils vont aller travailler dans l'administration nigérienne. La majorité des Togolais vivent à Lagos et compagnie. Des milliers, pour ne pas dire dizaines de milliers, qui n'ont pas été recensés. Non, c'est 20 qui vont voter au Nigeria. Au Gabon, je crois qu'il y a peut-être 150 ou bien. Non, c'est totalement ridicule. Non, c'est regrettable. Malheureusement, c'est les ressources publiques qu'on est en train de gaspiller pour empêcher des Togolais de voter. C'est démentiel. Professeur, cette position des téléspectateurs, s'il vous plaît, professeur, pouvons-nous alors conclure que l'opposition ne fait pas le poids devant le parti au pouvoir? Mais qu'est-ce à dire? Je ne comprends pas cette question. Non, vous voyez, il y a quelque chose qui me dérange souvent. Dire opposition, non. C'est la population. Le problème n'est pas au niveau de l'opposition et du pouvoir. C'est la population qui doit se déterminer. Supposons que, contrairement à ce que je pense, que le UNI gagne en 2020. Alors, celui qui va souffrir, c'est l'opposition seule. C'est toute la population qui va souffrir. Il faut qu'elle se prenne en charge. Il ne faut pas qu'elle dise que c'est l'opposition. L'opposition va faire quoi? La victoire d'UNI en 2020 ne rime pas forcément avec la souffrance, professeur. Si je tiens compte de l'expérience passée, la probabilité que la souffrance continue est élevée. C'est ça. C'est tout, c'est ce que je peux dire. La probabilité est élevée. Bon, prenons la victoire de... Bon, ok, même si je vous accorde ça. Prenons la victoire de UNI en 2015. Oui. Est-ce que la situation de la population s'est améliorée ou empirée? Moi, je suis là. Mais c'est la population qui souffre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour convaincre la population. Même partie de la population encore de 1000 francs, 2000 francs, ou bien des t-shirts. Je me rappelle, j'étais dans un village au centre du pays et quelqu'un est venu arracher le t-shirt de mon vice-président, M. Atou. Comment, oui, la t-shirt, pourquoi il ne donne pas de t-shirt? Il arrache quand même. On a pour que vous là, vous venez, vous n'avez pas de t-shirt. C'est quelle chose? À cause de ça, ils ont voté UNI. J'ai des gens qui sont partis faire campagne. Et la dame était bien assise. Si vous ne déposez pas 1000 francs, je ne vous écoute pas. C'est incroyable. Mais c'est totalement inadmissible ce comportement. Alors vous allez dire que l'opposition ne fait rien. L'opposition ne fait rien parce qu'elle pense qu'elle va être fière que l'opposition tombe en niao. C'est un comportement qu'on doit cultiver cela. Non, c'est pas possible. Mais la personne est venue vous parler. Laissez-lui parler. Vous voulez prendre de l'argent pour que la personne puisse vous parler, travailler pour vous. Bon, mais nous allons continuer, c'est la situation que nous vivons. Cela dénonce aussi le niveau de la mentalité aussi, de la précarité de vie que mènent ces populations. Bien sûr, mais la population doit faire des efforts pour savoir que il faut que soit en mesure de lutter. Et ce qui me surprend quand même, c'est que les Togolais luttent beaucoup. Les Togolais se battent beaucoup, énormément se battent. Je me rappelle comment nos parents se sont battus
pour nous envoyer à l'école, pour qu'on travaille, etc. Dans un dénuement parfois total. Et je suis surpris que maintenant, les gens, pour 1000 francs, pour un t-shirt, pour un petit sac de riz, pour n'importe quoi, ils sont capables de vous insulter. Bon, j'ai dit peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait de campagnes de sensibilisation. Nous devons continuer. Mais sachez que nous sommes aussi des êtres humains. Il y a parfois, de temps en temps, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Très bien. Et donc, sur ce point, un téléspectateur voudrait, ça c'est un coup de gueule, hein, au lieu d'avoir perdu tout ce temps dans la rue en disant Fort doit partir, le départ de Fort ou rien, vous auriez dû prendre ce temps pour sensibiliser la population au changement de mentalité et à la lutte politique. Vous voyez, il y a là encore, c'est vrai ce qu'il dit, mais en même temps, il faut savoir que dans un pays, le travail de sensibilisation ne revient pas uniquement, exclusivement aux partis politiques. Nous sommes dans une situation où actuellement c'est la population, ça fait partie de l'éducation civique. Ça fait partie de l'éducation civique. Ça fait partie, c'est un travail que tout Togolais doit pouvoir mener. C'est vrai qu'on aurait dû, etc., on aurait dû, nous sommes des êtres humains. Il y a combien de partis, de militants dans les partis politiques? Il y en a combien? Demandez à tous ces partis politiques, il y a combien de cadres qui sont prêts à prendre des ressources pour aller sur le terrain? Il y en a combien? Mais moi, je félicite beaucoup nos collègues. Vraiment, je suis admiratif devant eux pour tous les efforts qu'ils font. Celui gars qui parle lui-même, est-ce qu'il a pu prendre son temps pour sensibiliser ses camarades, ses amis, sa famille? Parce que ça pas, non, la lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte, comme je vous l'ai dit, actuellement, ce n'est pas une lutte pour nous. Lorsque le pays aurait atteint un niveau de développement, de compréhension, de démocratie élevé, à partir de ce moment, les partis politiques auront un rôle prépondérant. Mais dans une situation de démocratie naissante, la démocratisation, la sensibilisation revient à la société civile, aux partis politiques, d'accord. Mais ce n'est pas les partis politiques seuls. Ce n'est pas les partis politiques seuls, je regrette. Nous, on fait, je suis revenu, si vous m'avez vu, peut-être qu'on a été gentil pour ne pas vous montrer les effets. J'avais une crise de goutte au genou. Malgré cela, je vais déplacer sur les rues, vous connaissez les pistes rurales autour. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues des partis politiques font la même chose. Des gens sont capables. Je dis souvent aux gens, écoutez, vous êtes enseignant, instituteur, professeur, médecin, journaliste. Journaliste, c'est que vous ne devez pas avoir d'opinion politique en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, vous en avez. Mais en dehors de vos heures de service, allouez un certain temps, ne serait-ce qu'une heure ou bien 2 heures par semaine, à sensibiliser la population sur leurs droits, ce que doivent faire, sur leurs droits et les devoirs en tant que citoyen. Et ce travail, ce n'est pas les partis politiques qui doivent nécessairement le faire. C'est tout le monde qui doit le faire. Nous sommes dans une période sensible de naissance ou bien de considération de la démocratie. Et ça, c'est un œuvre que tous les Togolais doivent s'engager à faire. Très bien. Bonsoir, professeur. Vous aviez dit que la jeunesse vous a trahi, d'accord, mais... Non, c'est trop fort dit que la trahi. Disons que la jeunesse n'a pas pris en charge ses responsabilités. Très bien. Lui, il a retenu la trahison. Non, c'est pas une trahison. Mais est-ce que vous aviez sensibilisé? Oui, je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Et ceux qui sont déjà dans des problèmes, que proposez-vous pour les faire sortir de ces problèmes avant la suite de la lutte? Qu'est-ce qu'il appelle par problème ici? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à savoir. C'est compliqué. Bon. Si nous sommes candidats ou bien les partis politiques de l'opposition, les candidats vont proposer des solutions aux différents problèmes qui s'opposent à la société togolaise. Et si nous sommes candidats, nous allons dérouler notre programme et dans ça, il y aura des solutions que nous allons proposer sur le plan éducation, santé, agriculture, industrie, etc. Je suis tenté de demander quelle sera la réelle vision de gouvernance, la bonne gouvernance que proposerait Adi. Je ne parle pas du programme politique d'Adi lorsqu'il serait candidat. Non, comme il n'est pas candidat, c'est difficile de le dire. Mais disons que nous l'avons toujours dit, pour nous, il faut une amélioration de la gouvernance. J'ai beaucoup travaillé avant, que ce soit même avant 90, ce ne sont pas
d'aujourd'hui que je le fais. J'ai été ministre dans le gouvernement de transition. J'ai été responsable d'unité d'enseignement à l'université. Je suis été même vice-recteur. Les gens voient comment je me comporte. Donc la chose publique est sacrée. Ensuite, vous savez, quand j'étais député, j'ai même proposé une loi pour la déclaration de biens, rentrant dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc c'est des choses que nous devons nécessairement privilégier. Nous devons essayer d'éviter le favoritisme au niveau de l'administration publique, etc. C'est tout un... en tout cas, c'est beaucoup de choses à faire. Toute une grande vision. Très bien. Eh bien, professeur, ne pensez-vous pas qu'il y a eu un manque de sacrifice des leaders politiques pour une candidature unique? D'autant plus que c'est aussi là le dernier point qui vous a fait claquer la porte à la sécurité. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Vous voyez, si vous avez suivi l'histoire politique du Togo depuis 1993, disons, vous verrez que Adi et moi personnellement, nous avons toujours milité pour la candidature unique et nous l'avons œuvré pour ça, nous l'avons montré concrètement. Nous avons renoncé plusieurs fois à la candidature pour soutenir d'autres candidats. Sans demander quoi que ce soit, vous pouvez leur répondre. Sans demander quoi que ce soit, nous prenons nos ressources, nous allons faire campagne à cet effet. Mais en 2010, mais malheureusement, on n'avait jamais de candidat unique, sauf en 2005, on peut dire qu'on a réussi à avoir Bob Akitani comme candidat unique. Mais nous n'avons jamais obtenu ça. Alors, lorsque vous posez des actes et que vous avez les mêmes résultats, il arrive un moment, vous devez faire une pause et réfléchir pour savoir quelles sont les causes et pouvoir avancer. Donc en 2011, après les élections de 2010, nous avons fait un conclave au niveau d'Adi, nous avons réfléchi, nous avons fait des recherches pour savoir quelles sont les raisons. Nous avons constaté d'abord que c'est lorsqu'on parle de candidature, tout va dans tous les sens. Ça ne marche plus. La division se renforce. Et nous avons fait des recherches, nous avons constaté que nulle part au monde, il n'y a jamais eu de candidature unique. Nulle part au monde, il n'y a jamais eu de candidature unique contre le Parti au pouvoir, sauf, nous avons trouvé dernièrement, sauf un cas, je ne sais plus si c'est en 91 ou 93, en Serbie, contre Milosevic. Vous vous rappelez le dictateur Milosevic qui est à la haine contre Milosevic. C'est le seul cas que nous avons pu trouver. Et ce cas s'explique comment? C'est parce que il y avait une société, une organisation de la société civile très forte qui a poussé, qui a essayé, en tout cas, inciter, entre guillemets, les partis politiques à choisir un candidat. Parce qu'ils savaient que sans le soutien de cette organisation de la société civile, personne n'était en mesure de gagner. C'est le seul cas. Et c'est sur la seule condition. Et cette organisation de la société civile, j'ai oublié son nom, c'est Ours ou bien quelque chose comme ça, ou un noir. Cette organisation, le leader de cette organisation de la société civile ne s'est pas présenté comme candidat. Il aurait pu parce que tout le travail qu'ils ont fait, c'est tellement. Non, c'est le seul cas au monde. Donc nous disons que la candidature unique, c'est un idéal. Mais malheureusement, vous savez dans combien de cas dans le monde, dans l'histoire où les idéaux ne sont pas atteints. C'est un idéal qu'on peut ou non réaliser. Malheureusement, qui dans beaucoup de cas, on n'a jamais réussi à atteindre. Alors pourquoi perdre son temps à cela? Ce n'est pas question d'égoïsme de n'importe quoi, non. Il faut être réaliste. C'est difficile à obtenir. Passons à autre chose. C'est tout. Alors c'est clair que la réalité togolaise est tout à fait différente. Alors, au cas différent, des stratégies différentes. Oui. Ne serait-ce pas une opportunité, voilà, une occasion de plus pour aller vers une candidature unique, d'autant plus que ça n'a pas marché ailleurs, ça devrait marcher quand même au Togo. Ça n'a marché nulle part. Disons, je vous ai dit que compte tenu de notre analyse, nos expériences, nous avons quand même accepté participer au processus. Nous avons accepté participer au processus de candidature unique de la C14. Mais nous avons vu que le processus n'était ni transparent, ni inclusif. Je vous confie, nous avons dit par exemple, transparent, on ne connaît pas les critères sur lesquels doit se baser le choix du candidat unique. Il faut le connaître. Même si on peut ne pas être d'accord, mais peut-être ça peut entraîner un certain consensus. On peut trouver un consensus et dire que bon, essayons d'appliquer ça. Personne ne connaissait
ces critères, donc ce n'était pas transparent. Inclusif, ce n'est pas inclusif parce que le processus ou bien le cadre que nous avons choisi pour désigner la candidature unique excluait a priori certains candidats. Et Jean-Pierre Fabre, que nous avons traité de tous les mots, je ne dis pas que Jean-Pierre Fabre c'est mon candidat favori, que nous avons traité de tous les mots, comment voulez-vous qu'il puisse accepter, participer à un processus que la C14 conduisait? Donc il faut trouver un autre cadre, où peut-être la C14 va jouer un rôle important, mais qui permettrait à tous les candidats potentiels, s'ils n'acceptent pas, mais qu'ils tolèrent. Mais vous adoptez un processus où ils ne vont pas accepter. Alors, comment voulez-vous choisir un candidat unique avec un candidat unique alors que vous savez des partis importants de l'opposition ne vont pas adhérer à ça, à quel rythme. C'est pourquoi nous avons porté la porte. Merci. Alors, professeur, il y a un téléspectateur qui soutient votre position, juste et dit que la sensibilisation ne relève pas seulement des leaders politiques, mais de chaque citoyen togolais. Dommage que le Togolais n'est pas conscient de sa souffrance et même ne sait pas ce qu'il cherche réellement. Ça, c'est un téléspectateur, c'est un apport. Cette fois-ci, c'est pas une question. Je suis candidat. Voilà. Et quels moyens pensez-vous alors que les jeunes peuvent s'y prendre, puisqu'on devrait suivre les leaders de l'opposition? On était mobilisés derrière vous, les promesses n'ont pas été tenues, vous nous dites de continuer seul ou le peu. Alors, sentez-vous défendre une cause perdue? Non, ce n'est pas une cause perdue. Non, pas du tout. Ce que nous cherchons, c'est ça que la population veut. C'est ça que la population veut. Ne disons pas que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. Peut-être que nous n'avons pas sensibilisé. Vous savez, un des inconvénients du mouvement du 19 août, c'est que tout le monde a pensé, vraiment, ces rares sont, même que ce soit du NIR, qui pensaient que le régime pouvait survivre. C'est la même chose en 90. Donc tout le monde pensait que le régime allait partir rapidement. Donc il y a eu un enthousiasme, le travail de fond, de sensibilisation pour un travail, pour une révolte continue n'a pas été fait. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, bon, on peut dire, c'est facile de dire que c'est la faute aux leaders, ceux qui ont conduit le mouvement, mais en même temps, il faut confondre l'environnement. Comment penser que c'est quelque chose, quelques jours, quelques semaines? Pourquoi prendre du temps pour sensibiliser? C'était une erreur. Bien sûr, il faut le reconnaître. Très bien. Alors, professeur, aujourd'hui, l'opposition est contrainte de suivre un calendrier déjà mis en place. Et donc, il n'y a pas de retour. Et là encore, un téléspectateur voudrait savoir si, dans ces conditions, vous êtes sûr d'atteindre l'alternance tant souhaitée. Ce que je dis, il faut cesser de se poser des questions. La question, c'est de savoir les conditions ne vont pas changer. Les conditions sont mauvaises, le calendrier n'est pas bon. Nous voulons l'alternance. Qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir, marquer cela? C'est ça qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Si on est défaitiste, il va de soi qu'on n'aura jamais l'alternance. Si on dit, les conditions sont difficiles. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, je donne ça depuis quelques temps, j'étais peut-être en second jour. Moi, j'ai passé mes vacances à Mango. Dans les vieux temps, je jouais bien au football. Donc, je connaissais l'équipe des élèves de Mango. Alors, mon père prend la retraite, il va à Dapon, je suis de Dapon, de la préfecture de Dapon. Et l'année-là, on devait jouer contre l'équipe des élèves de Dapon, on devait jouer contre les élèves de l'équipe de Mango. Alors, je connaissais les deux équipes puisque je jouais maintenant à Dapon. J'ai dit à mes camarades de Dapon, vraiment, l'équipe de Mango, là, si on ne fait pas attention. En tout cas, pas que si on ne fait pas attention, elle va nous ridiculiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner pour éviter d'être ridicule. On s'est surentraîné. On les a battus 10 à 2. C'est un exemple très facile, mais en même temps qui dit que rien n'est acquis à l'avance. Chez nous, on dit, je suis sûr que ça existe en Milan aussi. C'est en essayant qu'on tue l'éléphant. D'autres vont dire même c'est en essayant que la souris tue l'éléphant. David contre Goliath, on le sait. Ça, c'est connu de tout le monde, que vous soyez catholique ou musulman, chrétien ou d'une autre religion, on le sait.
Mais ça dépend de comment vous préparez. On sait que les conditions sont mauvaises. Mais pourquoi posons-nous la question? Vous savez, même si on peut améliorer le cadre électoral, sans que nous gagnions, vous le savez aussi bien que moi. C'est pas la condition sine qua non pour l'alternance. Non, parce qu'ils vont faire les fraudes, ils vont violenter, ils vont intimider, ils vont assez de conscience. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, le cadre électoral n'a rien à foutre. On peut améliorer le cadre électoral, nous donner même la présidence de la CENI, avoir la majorité de la CENI, mais aussi longtemps qu'on les laisse frauder dans les bureaux de vote, on les laisse intimider, on les laisse faire n'importe quoi, ils vont gagner. Donc moi je dis que c'est là le problème. Si nous pensons qu'on ne peut rien faire, on est défaitiste, allons dormir. Ne pensons pas à la tendance en 2020. Et je suis conscient que si on arrive à sensibiliser la population, si la jeunesse arrive à essayer d'écouter un peu, les espoirs sont permis. Dans les urnes. Pardon? Dans les urnes. Bien sûr, dans les urnes. Mais vous faites les urnes, mais si le gars veut... Ce que moi j'ai appris, c'est terrible. Nos représentants des bureaux de vote qui vont aller dormir dans les... On les appelle, ils sortent pour répondre au téléphone. Peut-être 1 minute, 3 minutes, en 2-3 minutes, ce qu'on peut faire, c'est énorme. Ou bien l'agent de bureau de vote de lui dit, ah petit, va m'acheter une cigarette, il sort. Évidemment, lui en profite. C'est des actions sur lesquelles nous devons mener auprès de nos jeunes. Et préparer les gens. Si, lorsque on dit à nos délégués, écoute, vous êtes délégué, vous n'avez rien à dire dans le bureau de vote. C'est incroyable. Et ils croient, ils restent à côté, même s'ils voient, ils font des fraudes, ils restent parce qu'ils n'ont rien à dire en tant que délégué de candidat. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On va essayer de les faire en espérant que nous allons avoir l'adhésion des jeunes pour continuer le travail. Et à ce moment, on peut empêcher beaucoup de choses. L'espoir sera permis. Professeur, beaucoup appellent aujourd'hui encore à une mobilisation générale pour faire barrière au processus électoral et que cela ne soit pas quand même l'apanage d'un parti politique ou alors des leaders politiques. Est-ce que vous pensez que la formule peut encore jouer dans cette état? Non, ça peut jouer. J'ose espérer que ça pourra jouer. Mais l'important, comme je l'ai dit, l'amélioration du cadre électoral est important. Mais ce qui est plus important, c'est sensibiliser la population, qu'elle doit apprendre à résister. À montrer qu'elle veut véritablement le changement. Et non, dès qu'on intimide, moi j'ai assisté, quand j'ai fait ma tournée, j'ai eu des problèmes. Et à un moment, il y a eu 5 ou 6 jeunes d'UNIF déchaînés qui voulaient trouver un de mes meetings. Mes jeunes étaient là et j'avais au moins une quarantaine de jeunes, plus des vieux. Mais mes jeunes n'ont pas tellement. Bon, je leur ai dit d'éviter de se calmer. Mais quand même, il faut que nos jeunes apprennent qu'on ne peut pas autoriser une petite minorité de jeunes violents s'attaquer à eux, qui sont plus nombreux. Moi, mon parti, moi-même, je prône la non-violence. Totalement, vraiment, je crois à l'avantage de la non-violence. Ça, j'ai appris ça depuis longtemps, j'ai appris ça depuis longtemps. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser marcher par sur les pieds. N'importe qui vous plie dessus, vous intimide, vous êtes 10. Parfois, sur les réseaux sociaux, vous le voyez. On est en train, peut-être 2 ou 3 policiers sont en train de taper un jeune. Il y a 100 jeunes là-bas. Des gens crient ou bien font des photos, mettent sur le WhatsApp. Est-ce que ça, là, on vous a appris à être violent ou non violent pour autoriser des scènes comme ça? C'est être violent ou non violent. C'est comme si vous voyez un voleur qui est en train de voler, vous criez. Ou bien vous prenez votre temps pour vous le photographier, vous prenez votre temps pour téléphoner pour que la police vienne l'arrêter devant vous. Vous êtes nombreux. Mais c'est des choses qu'on ne doit pas permettre. Je suis non violent, mais il y a des comportements qui sont interdits par la loi qu'on ne peut pas autoriser. Je ne suis pas pour que chacun applique la loi. Mais il y a des événements où on doit éviter que nos compatriotes unis ne se comportent mal et prennent des actes qui nous affectent tous pendant 5 ans, qui faussent les résultats des urnes. Ça, je ne suis pas d'accord. Merci. Cette dernière intervention des téléspectateurs, professeur, pour que nous arrivions à la fin de cette émission. Professeur, la population n'a plus le zèle de 92.
et se désespèrent. Bon, et donc désespéré, avez-vous fait ce constat? Comment pensez-vous y remédier? Non, c'est vrai que la population, surtout à partir de... La population a beaucoup donné en 2017-2018. Ça, personne ne peut le nier. Mais aussi longtemps, j'ai un ami qui dit que lorsque un animal féroce vous poursuit, s'il ne s'est pas arrêté, vous allez vous arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter, vous devez continuer à courir. Vous devez, ou bien lorsque vous poursuivez un objectif que vous n'avez pas encore atteint, malheureusement, vous êtes obligé de continuer. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous allons continuer à faire nos efforts de sensibilisation de la population et espérer que même nos compatriotes de l'UNIR peuvent venir se joindre à nous. Parce que dans beaucoup de situations de localités, les militants d'UNIR sont plus malheureux que les militants de l'opposition. Est-ce que vous permettez de le dire? Mais je le constate et je demande aux gens. Mais beaucoup de jeunes d'UNIR qui ont passé 6 fois les concours sont au chômage. Mais ceux à qui on dit aux jeunes, écoutez, si vous ne pouvez pas unir, vous ne réussirez pas au concours. Mais les gens d'UNIR sont là au chômage. Donc je crois que ce que je peux dire à la population, c'est de savoir, même aux amis d'UNIR, le changement que nous voulons, c'est un changement pour nous tous. C'est un changement pour nous tous. Même les gens d'UNIR vont en profiter. Je donne l'exemple, si nous améliorons les centres de santé, les soins sanitaires autour, si nous avons un hôpital de référence bien équipé, bien performant, ce n'est pas les militants d'ADI seulement qui vont en profiter. C'est les militants qui également vont en profiter. C'est toute la population togonaise qui va en profiter. Donc, nous pensons que si quelqu'un de l'opposition de l'opposition élu, s'il y a un candidat d'ADI, si un candidat d'ADI est élu, il va améliorer les conditions de vie. Pas uniquement pour les militants d'ADI, pas uniquement pour les militants de l'opposition, mais pour tout le temps. Donc, si on s'inscrit dans ce sens, je crois que ça va. Professeur, en guise de mot de fin, quel est selon vous le grand enjeu de 2020? Le grand enjeu de 2020 pour moi, c'est que la population doit savoir que nous devons faire des efforts pour avoir l'alternance. Et à cet effet, je crois qu'il faut cesser les incriminations contre l'opposition. L'opposition n'a pas fait ça, l'opposition n'a fait pas ça. Je dis que nous sommes au début du processus de démocratisation et ce travail doit être un travail permanent de tous les Togolais qui veulent l'amélioration du bien-être de la population. Même les gens d'UNIR, même les tenants du pouvoir doivent comprendre que vraiment nous sommes dans une situation intenable, qui ne va pas. Nous sommes à la risée. Nous sommes la risée de presque tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes à la risée de tout le monde, mais c'est parce que nous pouvons mieux faire. C'est tout ce que nous disons. Et à partir de là, j'espère que si on se comprend dans ce sens, que ce n'est pas pour lutter contre les gens d'UNIR nécessairement, contre une ethnie, contre une région. Je crois qu'ensemble, nous pourrons obtenir l'alternance. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. C'était là donc le professeur Aimé Tchaboray Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2015. C'est bien avec lui que nous avons exploré certains aspects de l'actualité sociopolitique dans cette émission Grand Carrefour cet après-midi. Et donc, restez avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. À très bientôt. Merci une fois encore. Merci. Je voulais dire à toi pour l'alternance.